En fait, il y a un truc déjà que les gens font souvent l'erreur, c'est qu'ils créent tout de suite la boîte avant d'avoir des clients. Alors qu'en fait, tu peux très bien travailler en sous-marin pendant 12 mois, commencer à prospecter, choper des clients, et puis le moment où tu montes la boîte, tu as déjà 3-4 clients que tu vas signer. Mais je pense que tu peux faire beaucoup avant de créer ta boîte. Moi, j'ai été ingénieur d'affaires en SS2I. J'adressais du grand compte. J'appelais et je me présentais comme voilà, je suis le responsable des projets Data Warehouse dans le domaine de l'énergie. On n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Je serai vers chez vous la semaine prochaine. Quand est-ce que vous aurez un moment disponible pour discuter de vos projets? On était pluridisciplinaires, mais on traitait de projets Data Warehouse dans l'énergie, mais j'avais vraiment focalisé mon message et ça marchait à 100%. Parce que je pense qu'ils ont besoin de parler à quelqu'un qui connaît leurs enjeux, leur vocabulaire, qui les comprend en fait. Eh ben, bienvenue dans Entre deux tickets, un nouvel épisode hors série et on est avec Thomas et Fred. Salut les gars. Salut Seb, salut Frédéric. Seb. Salut Thomas. En fait, on voulait faire une petite session de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu assister à l'incroyable MSPCon 2025. En toute modestie évidemment, on avait fait en fait, et on va continuer dans la modestie parce qu'on avait fait une petite conférence où on avait dit bah voilà, on va créer le MSP parfait. Et en fait, c'était partait d'une idée où on se disait, Thomas, Fred, alors peut-être on va revenir un peu dans le passé. Thomas, t'as créé un des premiers MSP en France, 2008. 2008. J'ai bien mes dates, quoi. C'est cool. C'est bien. Dans le livre d'histoire, vous pouvez le voir. Et en fait, ce MSP a été racheté par la suite. Et c'est après que vous vous êtes rencontrés dans ce cadre, après que ton entreprise a été rachetée, c'est ça, ce moment-là où vous vous êtes rencontrés, quoi. Ouais, quelques années après, ouais. Et vous alliez vendre des contrats MSP à différentes entreprises. En fait, on évangélisait le modèle MSP vers d'autres sociétés, plutôt dans un concept, on pourrait dire, de franchise un peu. Ouais. Ok. Et du coup, ensuite, il y a eu BMSP en 2014. Correct. Je vais pas tromper encore. Et là, au moment où on tourne, on est 11 ans plus tard et on s'est dit, qu'est-ce que ça donnerait si vous deux, avec toute l'expérience que vous avez maintenant, en termes, notamment dans ce monde un peu des MSP, mais aussi en termes d'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça donnerait si aujourd'hui vous montiez un MSP de zéro et qu'est-ce que vous feriez? Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça permet aussi d'un peu, pour les gens qui nous écoutent, de mettre un peu en perspective, de se dire, ok, en fait, il y a plein de choses possibles. Il n'y a pas qu'un chemin tracé, il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. Et c'était un petit peu ce qu'on avait envie de partager avec vous. Absolument. C'est vrai on a vu beaucoup de gens, on a monté des MSP, on en a accompagné plein. Et du coup, c'est vrai qu'on a un peu cette expérience où on sait un petit peu ce qui marche, ce qui marche pas. Et je pense que on va rentrer plus dans le détail, mais c'est comment devenir un peu singulier dans un écosystème où les choses sont un peu lisses et toujours un peu identiques, quoi. Après, on a toujours été dans cette démarche de déjà s'appliquer à soi-même ce qu'on avait appris, déjà quand on était MSP, surtout Thomas quand il a créé, et aussi d'adapter aussi le contenu qu'on avait pu voir dans d'autres marchés, notamment US, et de le tester aussi sur le marché français. Et aussi, nous, on fonctionne aussi un peu comme un MSP où on va utiliser tous les concepts de développement business, les outils, le pilotage, pour rester toujours dans je pratique ce que je préconise. Et là, on voulait un petit peu faire l'exercice de faire la mise à jour du modèle et voir ce que ça allait donner, quoi. Ça. Et une valeur de chez BMSP que j'ai retenue, c'est boire son propre champagne. Oui. Que j'ai trouvé ça très parlant, en fait, justement, parce que au-delà des outils dont on parle tout le temps, en fait, on les utilise. Et ça me paraît intéressant. Donc, une des premières choses qu'on avait notées, c'est qu'en fait, un des constats qu'il y avait, c'était il y a beaucoup de MSP qui échouent à devenir un peu des partenaires stratégiques dans l'entreprise. Et c'est vrai que on peut se dire il y a un peu un bug en fait aujourd'hui d'une manière générale parce que la plupart des boîtes savent qu'elles ont besoin d'un comptable. C'est acté, tout le monde le sait, quoi. Mais par contre, l'IT est présente dans toutes les entreprises, même les plus petites. Mais on se dit pas j'ai besoin de quelqu'un pour le gérer, quoi. En tout cas, pas immédiatement. Ou c'est une réflexion qu'en tant que dirigeant, on doit avoir ou qui nous arrive un peu en face en fonction de ce qui va nous arriver, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, aujourd'hui? C'était un peu le constat de base auquel vous avez pensé quand on avait réfléchi à cet atelier-là. Ouais, c'est vrai que c'est un peu un truc qu'on dit souvent, c'est que tout chef d'entreprise est toujours entouré d'un comptable et d'un avocat. En fait, il faut être la troisième personne dans ce cercle
très privé. Et je pense que l'informatique a sûrement autant, voire plus d'impact que ces deux autres métiers. Et malheureusement, l'informatique est trop souvent vue comme un poste de coût plutôt que comme quelque chose qui soit stratégique pour les entreprises. Et il y a beaucoup de MSP qui n'arrivent pas à passer du... Alors là, c'est sortir du côté obscur, on pourrait dire. Et pour compléter, c'est vrai qu'au-delà de chercher un comptable, je pense que tous les entrepreneurs cherchent un excellent comptable. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ils se posent aussi la question, certains clients, et bon, c'est un mouvement qui est encore naissant, mais il y a de plus en plus de clients, et là, les MSP nous le partagent, c'est de chercher un excellent MSP, mais surtout un MSP qui est en capacité de les accompagner sur des nouveaux enjeux, sur la cybersécurité. On commence à voir, je ne veux pas simplement qu'un prestataire informatique, j'en veux quelqu'un qui est bon et qui parle ma langue et qui me connaisse, etc. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que le fait d'avoir un excellent comptable, je pense que c'est quelque chose que tu développes dans ton entreprise, plus tu évolues en fait. Parce que tu es une petite boîte, tu sais pas trop ce que c'est Bien sûr. un bon comptable, d'un mauvais comptable. D'ailleurs, au début, le comptable, il est juste là, il te coûte de l'argent. Moi, tu sais qu'il va falloir que tu payes 200 ou 300 balles par mois. Les trucs que t'as pas c'est trop envie de obligatoire, faire, quoi. puis, voilà ça. Puis après, dans le temps, tu fais, ah oui, quand même, avoir un bon comptable, Ça change la vie. ça peut aider. Du coup, c'est sans doute un peu pareil aussi pour un MSP, parce qu'il s'il gère peu de postes, tu peux peut-être avoir du mal à voir tout de suite la valeur qu'il t'apporte, etc. Mais c'est vrai que le confort, après, c'est quand tu as plein d'utilisateurs, des gens qui ont des rapports différents entre eux avec l'informatique, etc. Donc, ouais, j'imagine que ça évolue pas mal avec la taille d'entreprise. Et justement, la taille d'entreprise a un peu fait partie un peu de la démarche. On tease un petit peu pour la suite. Mais quelque chose qui était intéressant à parler, c'est que quand vous avez construit BMSE, vous avez utilisé une méthode qui est issue d'un livre qui s'appelle Traction, qui est le VTO. Et du coup, vous avez tout de suite, dans la réflexion un peu de cette petite conférence, posé un peu des bases à peu près là-dessus. Est-ce que vous parlez un peu de cette méthode que vous utilisez et en quoi c'est important, selon vous, de structurer un projet par cette approche-là ? En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font les choses de manière un peu, je dirais instinctive, mais il n'y a pas une méthode officielle pour bien structurer, bien gérer une boîte. Et en fait, ce livre Traction, ça te donne tout un tas de bases et de méthodes qui sont très pratico-pratiques sur la stratégie, la RH, comment faire en sorte que la boîte avance, les indicateurs. Et en fait, ça te permet souvent je dis, il n'y a pas besoin de réinventer l'eau chaude, en fait. Ça te donne quand même un framework qui est prêt à l'usage, qui est éprouvé, parce que c'est utilisé par des dizaines de milliers de sociétés dans le monde. Et ça tourne, et nous on l'utilise depuis, je pense, 9 ans. Ouais. Et en fait, ça te permet d'être sûr que ta boîte avance, d'être sûr que ça progresse, d'éliminer les problèmes, d'avoir aussi une vision claire sur où est-ce que tu vas, ta stratégie, etc. Donc ça te donne plein de bonnes briques de base qui vont faire que ta société va avancer. Et je pense que c'est un bon critère de réussite. Et puis surtout, c'est quelque chose qui est prêt à l'emploi, en fait. Donc, tu prends, t'appliques, pas besoin de challenger ou d'inventer des choses. Du coup, Fred, selon toi, c'est quoi l'intérêt de structurer son entreprise avec cette méthode-là dès le premier jour ? Parce qu'on pourrait se dire, c'est peut-être un peu trop, ou est-ce que tu as vraiment besoin d'appliquer toute cette méthode, ou est-ce que c'est plus pour travailler en équipe ? C'est quoi un peu ton point de vue là-dessus ? Moi, je trouve que déjà Traction, il parle de EOS, Enterprise Operating System, qui va parler à tous les informaticiens. C'est l'OS de ton entreprise. Et c'est marrant parce que quand on a fait plusieurs conférences MSP où il y avait des peer groups, des échanges avec d'autres MSP, on a pu rencontrer un gourou, Gary Pica, et en fait, il disait la plupart du temps, les MSP sont des gens techniques et ils n'ont pas de plan. Ils ne savent pas où aller. Et il y a beaucoup de prestataires informatiques qui leur disent c'est quoi ton objectif de récurrent en fin d'année ? C'est quoi ton panier moyen, ton taux Ils ne savent pas trop, en fait. Et quelque part, comme disait Thomas, Traction, ça te donne une ligne directrice. Et moi, j'ai, dans une autre vie, beaucoup gravité dans l'écosystème des startups. Et les startups, c'était comment je trouve un business model qui fonctionne rapidement et que je peux tester. Et en fait, ça donne beaucoup d'agilité, de remise en question et de vraiment se focusser sur la priorité. Et je trouve que Traction est un condensé des méthodologies pragmatiques pour développer son entreprise et mettre un cadre
et structuré. Et aussi, comme ce que dit souvent Thomas, c'est tu vas où tu regardes, mais si tu ne sais pas où regarder, tu n'y vas pas. Et donc, tu laisses au hasard en fait, le développement de ton entreprise. Et Traction permet, tu vois, en une page, tu as tes objectifs à 3, à 5, 3, 1 an, au trimestre, au mois, c'est quoi tes indicateurs privilégiés, c'est quoi ton avantage. Des questions simples, mais qui vont, dans l'acte commercial, surtout quand tu crées ta boîte, vont donner de la saveur à tes arguments parce qu'il va te demander qu'est-ce qui n'est pas copiable et que tu as par rapport aux concurrents, c'est quoi ton client idéal, des simples questions. Et finalement, l'entrepreneuriat, il n'est pas normalisé. Tu n'as pas une méthode, tu en as plusieurs. Traction et EOS est assez adapté, je trouve, à des sociétés comme des MSP qui vont attaquer des PME, souvent qui vont avoir des croissances relativement fortes à 2 chiffres. Et on a observé aussi que c'était il y avait beaucoup de MSP, notamment aux US, qui utilisaient cette méthodologie et qui étaient en succès. Donc, c'est vrai que Thomas était toujours à la recherche de meilleures pratiques et on a finalement naturellement utilisé ça. Et maintenant, c'est dans notre quotidien. Et maintenant qu'on a grossi, finalement, ça nous a permis de nous développer assez rapidement et d'être toujours focus sur ce qui fait du sens. Ouais. Ok, et du coup, qu'est-ce qui peut être amené à bouger, qu'est-ce qui ne bouge pas? En général, des fois, quand on lance sa boîte, on a un peu des idées, et même là, sur le projet qu'on a sur le MSP Parfait, il y a peut-être un écart entre l'idée qu'on a de base et après ce qu'on va réussir réellement à faire. À quel point ça évolue, ça, avec cette méthode? Est-ce que il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à ça? En fait, dans la méthode, il y a une temporalité qui est le trimestre, où tu te donnes des priorités sur le trimestre. Donc, tu peux te dire, OK, je vais sais pas, essayer de tester un nouveau marché de clients sur ce trimestre. Donc, par exemple, ça te permet de tester, valider. Si ça marche pas, c'est pas grave, on va faire autre chose le trimestre d'après. Mais c'est pas. Ça te permet aussi de toujours avancer, d'avoir des objectifs court terme et puis d'être capable de réorienter si besoin chaque trimestre, sachant qu'il y a quand même au début, tu peux l'ajuster un petit peu, mais je pense que tu as quand même une vision long terme qui est assez ancrée. Après, tu peux du coup un peu naviguer dedans, mais il ne faut pas non plus faire Je pense que ça t'aide aussi à être assez persévérant, résilient sur une ligne, parce que des fois, tu testes des trucs pendant un mois, puis ça ne marche pas, et puis si tu jettes... en fait, repars à zéro. Ouais, alors que peut-être qu'il fallait persévérer, etc. Parce que nous, il y a 10 ans, on faisait des conférences sur le MSP, tu avais la moitié de la salle qui se barrait sur 10 personnes. Donc, je pense que si on n'avait pas persévéré à l'époque, maintenant on fait des conférences avec 200 personnes et personne s'en va. Ouais, après, on avait la preuve que sur d'autres marchés, c'était la voie à suivre et on était tellement convaincus que ça ne nous a pas trop impacté. Oui, vous croyez au futur, en fait, à ce moment-là, en quelque sorte. C'est pas tant de la croyance, c'est parce que nous, comme on va aux US depuis très longtemps, on sait en fait, on a vu plein de MSP américains, on sait que les méthodes marchent, donc c'est pas un truc qu'on a inventé. On sait que c'est éprouvé, ça tourne. Oui, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Après, tu peux adapter des trucs sur ton marché, mais ça reste à la marge quand même. Donc quelque part, souvent il faut croire dans ce que tu vends ou ce que tu prêches. Nous, on était des fervents disciples. Ok. Donc, dans cette idée de construire le MSP Parfait, des premières choses qu'on a regardées, c'est qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. Alors, c'est quoi un peu les trucs, selon vous, qu'il ne faut pas faire quand on crée son MSP aujourd'hui, qu'il faut éviter? Je pense qu'il ne faut pas être généraliste. Je pense que les gens ils se disent je vais essayer de trouver des clients, on verra bien. Donc ça c'est premier venu. D'avoir quelque chose qui soit un peu toujours dans la même veine, mais quand on est généraliste, en fait, on va avoir un discours qui peut être un peu plat. Et souvent, après, tu vas aussi avoir un truc qui est très orienté sur les prix. Il faut que je vende 19 € ou j'achète un truc. Donc c'est beaucoup les prix et en fait, comme les MSP sont souvent d'un background technique et ils ont pas ils pourraient être des bons commerciaux, mais ils ne le savent pas. Mais du coup, ils ont peur de ne pas réussir à vendre. Et du coup, ils baissent leur valeur, ils baissent leur prix. On pourrait presque parler un peu de
syndrome de l'imposteur aussi, je pense, Bien sûr. chez les techs. Ouais. Et donc, du coup, ils se déprécient et ils vendent pas cher alors qu'ils pourraient vendre plus cher. Moi, ce que je rajouterais, c'est de ne pas faire, c'est de décaler le moment où on va commencer à parler à des clients. Donc, ce que j'observe, c'est je vais faire un beau site web, une offre, etc. Et du coup, mais je comprends pas, ça se vend pas. Est-ce que tu peux regarder mes offres? Ton offre, elle est parfaite, en fait. Mais c'est juste que plus tu vas parler à des clients, plus tu vas affiner, plus tu vas les comprendre, tu vas les connaître, tu vas développer aussi les bonnes questions pour aller chercher les bonnes douleurs. D'attendre d'être prêt, parfait, nickel, je le ferai pas. Le premier conseil que j'ai reçu, j'ai eu l'occasion d'entreprendre, c'est quoi tes premiers clients et ton premier chiffre d'affaires le plus rapidement possible. Quelque part, ce que les Américains disent, aller chercher le low hanging fruit, les trucs où tu sais que tu peux aller les saisir, mais aller se confronter au marché. Et ce que font beaucoup les startups, c'est je pose beaucoup de questions, je vais chercher mon MVP pour voir qu'il y a un fit marché, quoi. Notion de MVP. Et c'est vrai que des fois, on voit beaucoup de MSP, ils vont faire toute l'étude, sélectionner tous leurs outils. Très académique, presque. Ils vont faire la liste des prix, ils vont les mettre comme ça. Alors j'achète ça, je vais pouvoir le vendre. Total. Tac, machin, tac. Et puis du coup, ils vont commencer, limite, ils vont les acheter avant même d'avoir leur premier client, quoi. Et le retour d'expérience, Kieti, qui est un MSP reconnu, MSP de l'année, etc., avant même de choisir quoi que ce soit, ils sont allés tester le marché, aller tester les gens qui connaissaient, affiner, nous ont posé plein de questions, ils avaient testé. Ils ont pris énormément de temps pour bien préparer c'est quoi la bonne offre et parler à beaucoup de clients, et ils ont une croissance très rapide, en fait. Parce qu'en fait, la bonne offre derrière est bien exécutée. Oui. Ça fait faire x10 sur ton résultat très très vite. Alors que sinon, tu t'acharnes sur des choses qui de base ont moins de potentiel et il faut que tu fasses 10 fois plus d'efforts pour à peu près le même résultat et encore, quoi. Oui. Et puis souvent, tu es un peu quelque part noyé dans la masse de tous les gens qui sont, je ne vais pas dire médiocres, mais enfin moyen moins, quoi. Puis tu es noyé là-dedans et tu te différencies pas, quoi. Et quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que quand tu es assez généraliste sur ta cible, en fait, tu t'appropries pas un discours à toi. Tu réutilises tout le temps les mêmes éléments de langage que, par exemple, nous, on peut donner dans des vidéos, dans des conférences, etc. En fait, les gens se l'approprient, c'est bien, mais après, ils le redisent, ils le remettent sur leur site. Du coup, il y en a plein qui ont exactement les mêmes choses sur leur site. Et du coup, ça se ressemble de l'un à l'autre. Tu as du mal à différencier. Ah oui, ok, lui fait ça, mais la différence de lui par rapport à lui, c'est telle chose, etc. Ils le font pas trop parce qu'ils ont des messages vagues. Et ça vient surtout souvent que ils sont pas appropriés un peu le sujet, en fait, de qui est-ce qu'on cible et comment on leur parle à eux et comment on invente nos idées pour leur parler à eux de leurs problématiques avec les mots qu'ils peuvent comprendre. Oui, parce que souvent, des fois, on a aussi ce problème de parler d'un jargon un peu trop technique. Du coup, ils sont super contents. Ils ont fait une offre où on va superviser le parc, on va faire les patchs, je vous fournis un antivirus. Vous vous rendez compte, c'est inclus dans l'offre. T'es animé quand on parle, tu vois. Cloud et tout, c'est trop bien tout ça et tout. Et le client est là. Et là, ouais. Ok. Bon, ça marche bien comme c'est. Bon, l'ordinateur, je l'allume, je commence à travailler, c'est bon, quoi. Voilà. Okay. Je pense qu'il faut aller chercher la singularité de chaque MSP, d'aller vraiment creuser, mais pourquoi tu veux soit te lancer, soit développer ton offre, mais qu'est-ce qui va t'animer, qu'est-ce qui te ressemble, c'est quoi ton histoire, pour derrière que ça puisse être singulier. Et donc ça serait un point, je pense, important. Et puis, il y a aussi cette culture de « ouais, mais j'ai pas envie d'investir » ou « je commence tout petit ». Un moment pour se lancer, il faut commencer à un petit peu mettre de l'argent sur la table et pour, quelque part, être prêt quand les premières offres se vendent et pas aller à l'économie. Parce que l'entrepreneuriat, ça quand même reste un risque. Et de ne pas prendre assez de risques, parfois, ça peut limiter le résultat. C'est ce qu'on peut observer parfois. Oui, et quand tu entreprends, tu prends un risque et tu investis. Parce qu'en fait, tu démarres, il faut que tu te donnes les moyens de réussir. Moi, je raconte toujours ma petite histoire, mais quand je me suis lancé dans le MSP, il fallait acheter des outils. C'était 10 fois plus cher qu'aujourd'hui. Oui, c'était les licences que tu achètes. Des licences annuelles. Et du coup, j'ai dû aller à la banque, refaire un prêt de 15 000 € pour acheter sans agent, quoi. Aujourd'hui, tu peux aller sur ton site web, tu mets ta carte, tu payes pour 3 fois rien, tu peux démarrer. Ça te coûte, le risque il est beaucoup plus faible qu'à l'époque. Clairement.
Et c'est vrai que moi, d'expérience en travaillant avec des MSP, au départ, j'avais du mal à le voir, ce côté singulier. Mais en fait, quand tu creuses, ils l'ont naturellement, en fait. Tu as naturellement, en faisant des choses, en évoluant, en affinant justement ta vision un peu des choses, quand tu creuses le sujet, tu vois qu'ils ont tous des singularités et que c'est juste ça qu'il faut faire émerger. Et c'est vraiment intéressant, quoi. Oui, souvent c'est juste un travail de... Parce qu'ils l'ont, ou en tout cas ils peuvent le trouver en eux ou dans leur façon de faire. Il faut juste aller le chercher et enlever un peu tout ce truc un peu générique qui est par-dessus, quoi. Ouais, et puis je pense qu'il y a une confiance en soi. Est-ce que vraiment ce que j'ai à l'intérieur, ça a de la valeur? Et parfois, des fois, de questionner des MSP, de les faire accoucher et de leur donner confiance, en disant mais ce que tu as raconté, ça te ressemble, ça a de la valeur. Et parfois, ils peuvent un peu se dévaloriser. Ouais, t'as le tête dans le guidon un petit peu. Mais du coup, dans cette idée-là, on s'est derrière posé la question de qu'est-ce que ça devrait être le MSP parfait selon vous? Qu'est-ce que ça serait un peu les critères par rapport à ça, quoi? Je pense qu'il faut trouver une bonne... on parle souvent de verticale, donc trouver des bonnes verticales où on va connaître le jargon, connaître les métiers, le réseau, la structure, c'est quoi leurs clients, leurs fournisseurs, connaître des écosystèmes comme ça. Ça, c'est hyper pertinent parce que du coup, tu vas pouvoir avoir un message hyper percutant. Donc, en fait, si tu as une bonne cible que tu connais bien, tu connais leurs problématiques, derrière, tu vas pouvoir avoir un discours, un message qui va être super impactant. Et du coup, comme tu es super impactant, que tu connais le métier, eh ben, tu peux apporter beaucoup plus de valeur, vendre plus cher. Et voilà, moi, je suis pas un spécialiste de n'importe quoi dans le biomédical. Effectivement, je vais plutôt aller sur... un mec qui est spécialisé dans l'IT pour les boîtes de biomédical ou les biotech, qui connaît tous les trucs et tout, les softs. Et franchement, j'aurais pas de problème à payer 2 ou 3 fois plus cher, quoi. Ouais, moi j'ai été ingénieur d'affaires en SS2I. J'adressais du grand compte. Et j'avais appris une technique, c'était j'appelais, je sais pas, t'appelles EDF, et je me présentais comme voilà, je suis le responsable des projets Data Warehouse dans le domaine de l'énergie. On n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Je serai vers chez vous la semaine prochaine. Quand est-ce que vous aurez un moment disponible pour discuter de vos projets? C'est tellement... Alors, on était pluridisciplinaire, mais on traitait de projets Data Warehouse dans l'énergie, mais j'avais vraiment focalisé mon message et ça marchait à 100%. Parce que je pense qu'ils ont besoin de parler à quelqu'un qui connaît leurs enjeux, leur vocabulaire, qui les comprend en fait. Et c'est un petit peu ce qu'on fait avec BMSP. On fait une verticale, c'est les MSP. Et je sais qu'une boîte qui a 5, 10, 15 personnes, elle n'aura pas les mêmes enjeux, les mêmes douleurs. Et en posant quelques questions, tu sais, tu comprends le métier et ce que tu peux apporter. Et je pense que c'est intéressant aussi de se réfléchir à c'est quoi les industries qui m'intéressent. On a eu des MSP qui sont dans tout ce qui est mode, retail, ça peut être la santé. Et ils ont un discours ils parlent la même langue en fait. En parlant justement de domaines qui vous intéressent, du coup, on a commencé à réfléchir sur qu'est-ce qui vous intéressait. On avait listé un petit peu 4 critères. Le premier, c'était un secteur en développement. Oui, tant qu'à faire, trouver une verticale qui se développe plutôt qui décline. Ça me paraît pas mal. C'est pas une bonne idée sur le papier en tout cas. Et des besoins informatiques qui sont forts. Oui, que l'informatique soit très dépendant ou un maximum de dépendance à l'informatique. Et puis qui évolue aussi vite. C'était aussi une des idées là-dessus de quels sont les secteurs finalement où il y a beaucoup plus il y a plus de postes qui s'ajoutent régulièrement, quoi. Qui ont des moyens financiers. Oui. S'ils ont de l'argent. Oui, s'ils ont de l'argent, c'est toujours mieux. C'est ça. Et où la sécurité est indispensable. Parce que c'est plus simple de parler à des gens qui sont déjà préconvaincus d'un sujet, quoi. Ouais, disons qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est tellement important que c'est beaucoup plus facile d'aller sur des secteurs où c'est déjà quelque chose qui est acquis, où ils ont déjà cette maturité. Du coup, ça t'évite quand même toute une éducation à faire, où il faut un peu les tirer. Donc, quand tu es sur des secteurs où il y a des enjeux de sécurité, ou je sais pas, aussi des secteurs qui se font soit régulièrement attaqués, ou réglementé, etc., tu sais que du coup, tu peux venir implémenter de la sécurité. Forcément, le billet d'entrée sera plus important. Et ils sont déjà sensibilisés, surtout. Oui, et puis ils ont je pense, ce réflexe de couverture de risque. Par exemple, si, je sais pas, moi, pour 5 000 euros, je peux couvrir 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour eux, le ratio, il est rentable. Et donc, ils ont déjà cette maturité-là. C'est un petit peu quand on avait discuté avec Hugues
de Obot IT, où lui, ce qu'il veut, c'est des gens qui sont déjà convaincus et qui ont déjà compris les enjeux. Et il ne veut pas forcément passer du temps à éduquer d'autres marchés ou d'autres niveaux de clients parce que c'est plus dans sa stratégie, quoi. Alors, c'est marrant parce que du coup, donc, on a donc sur le papier secteur en développement, ok, besoin informatique fort, ok, moyens financiers, ok, sécurité indispensable, ok. Ça a l'air un peu magique, quoi. On se dit, bah oui, mais tout le monde veut ça, en fait. Mais non, parce que du coup, vous avez trouvé une idée d'un secteur en particulier qui coche un peu ces 4 critères. Et donc, il ne suffit pas juste de dire je veux que mes clients aient ça, mais derrière, vous avez trouvé la niche qui était adaptée à ça. Du coup, cette niche. Bon, on en a trouvé une, il y en a sûrement d'autres. Il y en a sûrement d'autres. Mais on en a imaginé quelques-unes. Après, ce qui est important, c'est toujours d'en prendre une, peut-être celle où on a un peu plus d'affinité. Et puis, du coup, après, venir dérouler dedans. Nous, on s'est intéressé à tout le secteur un peu de la finance, surtout dans tous les métiers de la fusion-acquisition. Alors, ça peut être des fonds d'investissement, des banques d'affaires. Enfin, voilà, il y a tout un écosystème d'acteurs. On s'est dit, OK, c'est des boîtes où, effectivement, l'infrastructure IT, elle est importante. La sécurité, évidemment. A priori, ils gagnent de l'argent. Et donc, du coup, voilà, c'était une cible qui remplit quand même pas mal de critères et qui pourrait être intéressante à cibler. Et l'IT se développe vite parce que du coup, quand tu fais de l'acquisition d'entreprise, forcément, tu dois tout mettre clean, tu as beaucoup de postes qui rentrent d'un coup. Oui, tu as un time to market, en fait. Mm. J'investis, je sais que dans 5 ans, je suis sorti, je vais atteindre, ou 7 ans, tel objectif. Et quelque part, il y a une roadmap un peu claire, donc il y a un tempo, en fait. Mais c'était assez intéressant parce que nous, on avait été sollicités, on a approché ce marché-là à 2 niveaux. Dans le monde du MSP, la fusion-acquisition est hyper développée, donc il y a énormément de retours d'expérience. Et on a découvert vraiment l'écosystème dans son détail. Et après, on a été sollicité aussi pour évaluer des MSP pour des rachats. Et on a pu aussi voir, c'est des gens qui ne veulent pas prendre de risques. Et sont prêts à dépenser énormément d'argent pour baisser le risque au maximum. Donc, quand on a vu, en période de due diligence, les montants d'honoraires qui sont prêts à payer pour juste carrer et faire de sécuriser l'investissement, on se dit, mais ils vont rigoler sur le budget IT. Ils payent des gens très chers, parfois qui ne connaissent pas forcément le monde en l'occurrence du monde du MSP, c'est pour ça qu'ils nous avaient sollicité. Et c'est juste hallucinant. Et ils sont prêts à perdre cet argent-là si le deal ne se fait pas, puisqu'ils sont souvent en concurrence. Donc on s'est dit, on a peut-être quelque chose à raconter. Clairement. Et en plus de ça, ça coche aussi cette case d'être un partenaire stratégique. Parce qu'à partir du moment où, du coup, on fait ses preuves un peu avec un MSP de ce type, techniquement, on est un peu au plus haut niveau, quoi. On est dans les discussions, quoi. Oui, de toute façon, tu as des enjeux de confidentialité, etc., qui fait que, de fait, tu es un partenaire de confiance, quoi. Après, il faut être musclé pour. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des enjeux où il y a beaucoup d'argent. Forcément, s'il y a beaucoup d'argent, il y a des données sensibles. Les données sensibles, c'est porter un risque aussi pour le MSP. Donc, il faut être prêt à avoir une offre et qui, quelque part, on a pris un positionnement un peu premium, un peu cher. Mais parce que si on avait été dans une démarche où le prix était un critère pour se faire référencer, on ne serait pas crédible. Donc, je discutais avec un partenaire qui vendait régulièrement des services de continuité d'activité et il disait, je suis obligé d'avoir un certain budget de mise en service parce que sinon, les technologies MSP permettent de déployer des technologies assez rapidement et sans trop d'efforts. Mais c'est du temps que je ne vais pas forcément passer. Il faut que j'augmente un peu mon frais d'onboarding parce que sinon, ils ne vont pas me prendre au sérieux, en fait. Ils vont penser que c'est quelque chose de low cost. Et moi, je ne veux pas protéger mes données critiques avec du low cost. Clairement. Ce qui est très bien pour commencer justement en plus là-dessus, cette activité, parce que du coup, forcément, tu vas commencer à pricer assez cher, mais il faut effectivement avoir les reins solides, de l'expérience et savoir ce que tu fais quand même. De toute façon, quand tu vends cher, il faut délivrer qualité premium. Ça serait quoi un peu le client parfait pour ce MSP parfait comment est-ce on crée ce MSP, comment est-ce qu'on attaque le sujet, quoi, concrètement c'est quoi un peu les premiers mois? L'idée, c'est de voir un peu, essayer d'identifier les cibles, donc identifier le secteur d'activité, se faire un peu la cartographie des clients cibles, peut-être regarder la taille. On n'a pas trop parlé, mais il faut toujours il y a le secteur, mais il y a aussi les tailles d'entreprise. On ne va pas prendre des boîtes qui sont ni trop grosses ni trop petites.
trop petites parce qu'elles vont pas avoir des besoins assez forts. Si c'est 2-3 personnes, voilà, elles prennent 2 comptes 3, 6, 5 et puis ils achètent leurs ordi à l'Apple Store parce que ils ont des moyens et puis voilà quoi. Et après, au-delà d'une certaine taille aussi, tu peux te retrouver avec beaucoup plus de complexité, appartenance à un groupe, tout ça aussi, c'est des choses où tu vas pas pouvoir déployer un peu tous tes services. Donc il faut identifier la bonne taille d'entreprise dans le secteur où tes services sont pertinents. Et puis après, il faut pas non plus faut avoir quelque chose d'assez itératif. Tu peux pas prendre 50 clients d'un coup, donc il faut avoir une espèce de roadmap, de monter en puissance, de prendre X clients par mois pour garantir à la fois de pouvoir les absorber et puis de toujours garder une qualité de service qui soit correcte. Et puis aussi pour démarrer, commencer à réfléchir à du contenu où on va donner les bonnes pratiques quand on fait des acquisitions, c'est quoi les enjeux IT, qu'est-ce qui pourrait pas bien fonctionner, qui pourrait être un risque, ou des choses à regarder en priorité pour auditer l'informatique dans un contexte de croissance assez forte. Moi, j'engagerais à faire ce genre de contenu et qui permettrait aussi d'avoir une certaine attractivité vers le MSP puisqu'il va parler, il va d'abord donner des conseils, il va parler aussi de bonnes pratiques et il va traduire des éléments techniques en enjeux financiers. Donc je pense que ce serait pour démarrer quelque chose à réfléchir assez rapidement. C'est vrai que sur des sujets comme ça où tu es très niché et tu es sur une expertise qui est très pointue, c'est pas forcément évident de rentrer, mais la brique du contenu est intéressante parce que du coup, que ce soit la rédaction d'articles, de fond ou de la vidéo bien fouillée sur certains sujets, mais en fait, tu as une expertise tellement pointue, tellement fine et tu peux la démontrer à travers tes conseils, l'assurance que tu as et l'expérience que tu peux avoir, que tout de suite, tu sors du lot. Et quelqu'un qui est dans ce milieu-là, qui tombe sur ta vidéo, même si ta vidéo elle fait 20 vues ou que ton article il est vu par quelques personnes aussi, bah, tout de suite, en fait, tu sors du lot, tu dis « Ah ouais, cette personne-là, elle sait exactement de quoi elle parle. » Et c'est un peu la perle rare qui est même difficile à trouver, en fait. Et tu peux vite te démarquer, je pense, de cette façon. Oui. Et souvent, sur des secteurs comme ça, un peu de niche, en général, tu as très peu de gens qui vont faire du contenu ciblé, donc c'est très facile d'être visible, effectivement. Et même si tu as peu de volume de vues, parce que t'as pas besoin d'avoir 50 clients, quoi. Tu pourrais même faire un podcast qui dirait voilà, vous êtes un fonds d'investissement, vous êtes en croissance, ça serait quoi les critères pour choisir son prestataire informatique, les bons critères, et voilà l'état de l'art du marché. Vous avez soit des indépendants, soit des structures entre 10 et 30 personnes, ou soit carrément des grosses sociétés ESN, plus de 500 personnes, et d'expliquer chaque taille de prestataire, ça répond à certaines typologies de clients. Par rapport à vos enjeux, il y a peut-être des choses qui sont tellement spécifiques que l'une ou l'autre ne va pas répondre et commencer à les mettre dans un tunnel pour t'amener à toi sans pour autant parler de tes services. Mais en fait, non seulement tu apprends sur ton marché très vite, tu as un prétexte pour approcher les gens qui t'intéressent, et en plus de ça, tu vas aussi attirer des gens qui ont envie de vendre ou des gens qui ont envie d'acheter, qui se renseignent sur comment acheter. Et donc là, tu commences à être dans un truc intéressant, quoi. Bien sûr. Puis tu peux toucher des commissions après. C'est ça. Exactement. On avait noté aussi les 4 cauchemars un peu IT de cette cible-là. Ça serait quoi, du coup, les 4 cauchemars IT de cette cible qui fait pas mal de fusion-acquisition? En fait, ce qu'il faut déjà faire, quelle que soit la cible, d'ailleurs, c'est effectivement trouver un peu c'est quoi leur grosse problématique autour de l'informatique. Et ça, tu le fais en discutant avec des gens du secteur. Tu vas quand même rapidement te faire un petit inventaire de c'est quoi les grandes problématiques qu'ils ont dans ce métier. Et tu sais qu'après, tu vas les retrouver régulièrement. Et aussi, quand tu les connais, quand tu discutes avec quelqu'un, tu peux le mec va se dire « Ah oui, il connaît mon métier parce qu'il connaît mes problématiques. » Ce qui te permet de différencier tes messages aussi, ce qu'on disait avant. Parce que du coup, tu dis pas ton ordinateur fonctionne pas. Non, tu vas sur des trucs beaucoup plus stratégiques et qui vont tout de suite leur parler. Bien sûr, oui. Donc là, c'est par exemple s'ils font une opération, peut-être que il y a des choses qu'ils n'auraient pas pu voir dans l'audit liées à l'informatique, tu vois, par exemple, parce qu'ils n'ont pas les expertises. Donc du coup, ils font une opération sur une acquisition, mais en fait derrière, ils n'ont pas vu que l'informatique était complètement une passoire et du coup,
hop, ils font l'opération et je sais pas, un mois après, la boîte se prend un ransomware, fuite de données. Enfin, je vous laisse imaginer le cauchemar IT pour le coup. Donc tu as ce côté un peu plutôt risque. Et puis après, tu as aussi ce côté... on voit beaucoup ça dans les scale-up, c'est quand tu as une société qui va faire beaucoup d'opérations pour venir consolider, grossir par croissance externe. Et du coup, ils ont des grosses problématiques d'intégration. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les boîtes qui viennent reprendre, il faut qu'ils les mettent dans le cadre. Et du coup, c'est très important que cette intégration soit rapide, efficace, bien faite, etc. Donc, et l'informatique, c'est un gros levier là-dessus. Donc, c'est pareil, si tu peux venir aider, parce qu'il n'y a rien de pire quand tu fais de l'acquisition, d'avoir que les boîtes que tu rachètes, elles restent un peu à leurs propres outils, leur propre tempo. Tu ne bénéficies pas de l'effet de masse. Et puis après, tu peux avoir des aspects aussi de conformité et compliance pour tous les secteurs un peu régulés, quoi. Et dans la due diligence, tu peux racheter une boîte qui a des risques cyber. Tu pourrais. Oui. C'est juste qu'il ne faut juste pas la payer de prix fort. Oui, ça te permet, c'est un levier de négociation aussi. Ouais, et en fait, quelque part, dans le MSP parfait, ce qu'on voulait dire aussi, c'est on va vous aider peut-être à bien pricer votre offre par rapport à une dette technologique ou un retard technologique qu'il y aurait et qu'il faudrait mettre à niveau pour justement réduire ce risque. Et vous pourriez aussi ajuster votre proposition pendant la due diligence. Ça, je pense qu'ils vont vite comprendre l'impact, en fait. Ça, c'est vraiment game changer parce qu'en fait, tu parles plus du tout de technique directement. C'est forcément lié en fait à ta compétence. Mais une des conséquences de ce que tu peux faire, c'est de les aider justement à faire une contre-offre, payer beaucoup moins cher parce qu'en fait, il y a plein de failles qu'il faut les corriger. Et en fait, ton prix s'intègre parfaitement dedans. C'est même plus une question. Parce que de toute façon, non seulement à la fin, il va y avoir une informatique qui est clean, mais en plus de ça, ils auront gagné de l'argent. En tout cas, ils en auront dépensé moins pour faire l'acquisition, quoi. Ouais, et aussi, il y a une douleur qu'ils ont aussi, c'est de payer beaucoup d'honoraires pour éplucher tous les documents. Et c'est vrai qu'un MSP, lui, il a les outils pour quelque part gagner du temps, automatiser des tâches, faire des audits assez rapidement et quelque part peut-être fournir une information rapide et à un prix qui pourrait être intéressant, packagé. Je pense que ça pourrait leur parler aussi. Et même dans l'autre sens, en fait, une entreprise qui veut vendre peut gagner, j'imagine, en valorisation si elle montre aussi qu'à l'inverse, elle est conforme, que tout est clean, etc. Donc ça marche vraiment dans les deux sens. Oui. C'est pour ça qu'on cible un peu tous les acteurs, parce qu'effectivement, quelqu'un qui veut acheter ou quelqu'un qui veut vendre, il va toujours trouver les mêmes problématiques. Il faut qu'il montre que son système soit nickel, qu'il n'est pas en risque, que tout est carré et qu'il ne risque pas de se faire planter du jour au lendemain, quoi. Ouais, tu pourrais dire, c'est quoi la checklist des 10 critères à valider avant de commencer à rechercher un acquéreur pour que votre informatique ne soit pas mise à défaut dans la valorisation. Et c'est vraiment intéressant, je trouve, parce qu'en fait, là, on n'est pas du tout rentré dans le détail technique de qu'est-ce qu'on fait précisément, c'est une black box, etc. On dit rien. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça montre que pour potentiellement le même savoir-faire, peut-être de personnes qui nous écoutent, en fait, on peut aller sur des niveaux stratégiques beaucoup plus élevés et aller faire une entreprise potentiellement beaucoup plus ambitieuse avec exactement la même recette, mais c'est juste qu'on va jouer à un niveau plus stratégique, avec évidemment ce que ça implique, peut-être plus de pression, plus de choses, etc. à gérer, mais du coup, c'est quand même intéressant de se dire, cette réflexion de fond sur quel marché j'attaque, et quels sont si je creuse plus loin, quels sont les bénéfices que je peux vraiment apporter à la fin. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui peut être très intéressant comme réflexion en tout cas. Ouais. Le MSP, c'est une discussion business. C'est la première chose que nous disait Gary Pica, quelqu'un qui nous a tout appris, notre gourou, mais c'est une discussion business. Et donc, dans l'acte de vente, c'est des questions qui sont en rapport avec l'entreprise, ses enjeux, ses difficultés, ses douleurs. Pas du tout technique. Ouais. Fred, justement, ces cauchemars IT, un peu ces problèmes de fond, comment est-ce que toi, tu irais un peu les chercher ? Tu vois, tu es dans un secteur, tu te dis, il y a peut-être quelque chose à faire, tu as besoin un peu d'investiguer. Concrètement, tu fais quoi pour aller essayer de trouver ces cauchemars un peu IT, ces choses sur lesquelles tu peux vraiment intervenir et aller apporter plus de valeur ? Aller chercher les douleurs et connaître un marché. Déjà, il y a une question moi, que j'aime bien poser au tout début, c'est si quelqu'un me reçoit, lui demander pourquoi il me reçoit. Et en fait, de creuser, en fait. Et j'aime bien prendre la posture du
quelque part du journaliste, où en posant énormément de questions, j'ai besoin après l'interaction de quelque part pouvoir parler en son nom. Donc déjà, de manière générale, c'est vraiment une posture pour bien comprendre comment il fonctionne, etc. Et donc dans la découverte, c'est un peu, je vais essayer un peu de comprendre un peu leur métier, c'est quoi leurs enjeux, pourquoi ils ont pris ces décisions et pas d'autres, est-ce qu'il y a des interrogations qui se posent en ce moment, si je devais leur enlever leur plus grosse douleur, ce serait laquelle, et pourquoi ils veulent plus cette douleur-là. Quelque part, moi j'aime bien, je pose beaucoup la question pourquoi. Alors qu'il y a un psy qui m'avait dit la pose pas trop d'affilée parce qu'au bout de 5, ça devient du harcèlement et les gens ils vont se mettre en colère parce que Je te l'ai expliqué. les instincts animaux vont se réveiller. Okay. Mais pourquoi ils arrivent à vendre, comment ils arrivent s'ils n'arrivent pas à vendre, qu'est-ce qui pose problème, et vraiment creuser donc dans la partie fusion-acquisition, dans notre expérience. J'ai posé beaucoup de questions, j'ai observé comment ils interagissaient, pourquoi ils posaient ces questions-là en particulier, pourquoi ils avaient fait appel à nous, c'était quoi aussi leur mission. Et c'est là où, en fait, tu vas découvrir un petit peu comment ils fonctionnent, leur logique, comment ils gagnent de l'argent, comment ils en perdent, c'est quoi leur concurrence, pourquoi ils ont créé la société au départ. Et tu vas avoir énormément d'informations et quelque part... d'avoir aussi cette posture de j'ai rien à vendre. Ça aussi, c'est important parce que j'ai rien à vendre, donc du coup, je suis pas là pour argumenter. Tu sais, des fois, quand tu parles à quelqu'un, est-ce que tu es là pour lui répondre ou est-ce que tu es là pour d'abord comprendre ce qu'il a à te dire? Et ça crée une posture d'écoute vraiment très forte et c'est là où tu vas capitaliser énormément d'infos sur le marché. Je pense que Traction apporte beaucoup aussi. Tu pourrais très bien poser les questions à la société sur son avantage compétitif, etc. Et là, tu vas comprendre potentiellement leurs douleurs et leur marché et aussi leur vocabulaire et pas avoir peur de poser des questions si tu comprends pas et quelque part passer pour un con parce que c'est là où tu passes pour un con 1 minute mais après pas toute ta vie, quoi. Et là, ça te permet vraiment de pénétrer une industrie, un marché, même si tu le connais pas. Et moi, à titre personnel, j'ai toujours eu cette motivation de dire un truc que je connais pas du tout. J'ai besoin juste en parlant, en posant les questions, comme si en 1 heure, j'avais besoin d'être un expert. Et donc, du coup, zéro place à argumentation. Il y a un petit outil qui est pas mal, qu'on avait vu plusieurs fois, ça s'appelle le Business Model Canva. C'est plutôt un outil qui est utilisé par les startups, mais c'est un truc sur une page. Et en fait, c'est bien quand tu es face à un client, tu peux utiliser ça parce que ça dit c'est quoi tes clients, c'est quoi tes fournisseurs, qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que tu vends. C'est quoi les unités de valeur, les employés, enfin je sais plus, il y a plein d'autres. Oui. Ouais, c'est intéressant, je n'avais jamais pensé utiliser. C'est vrai que quand tu montes ta boîte, on te demande beaucoup cet outil, mais en rendez-vous un peu de découverte comme ça, j'aurais jamais pensé l'utiliser, mais c'est vrai que ça fait sens pour comprendre une industrie. Et en fait, ça te fait gagner énormément de temps. Parce que du coup, tu as à la source des infos très précises. Et finalement, après, tu as juste à faire plusieurs entretiens avec plusieurs boîtes pour voir si tu as des choses qui se répètent. Oui, puis tu comprends vraiment leurs enjeux, qu'est-ce qui est important, comment ils gagnent de l'argent, tout simplement. Clairement. Comment ils le dépensent aussi. Donc c'est vraiment... Et nous, chaque année, on faisait Schnitzfest, qui était la conférence de Gary Pica, et chaque année, il faisait un petit contest de la bonne idée, je crois, je sais plus comment ils appellent ça. Ouais, donc du coup, tout le monde soumettait ses idées, etc. Et si tu gagnais, il venait chez toi une journée, Gary et son collègue, il te faisait un coaching mode cauchemar en cuisine, toi, tu vois. Oui, c'est vrai. Excellent. Et du coup, une année, il y a quelqu'un qui a présenté dans la liste cette idée du Business Model Canva. Donc en plus, ils en sélectionnent une partie et les mecs présentent sur scène et après tout le monde vote. Et c'était eux, ils avaient gagné avec utiliser le Business Model Canva. C'est une très très bonne idée. En rendez-vous. Il fallait proposer une idée pour après recevoir le fichier de toutes les idées. Donc ça a entraîné, il y avait des trucs à gagner. Hein. Mais ouais. Mais je pense on a un très vieux webinar où on avait tout début MSP, on en parlait. C'est possible. Ouais. Ouais, non, mais je dois encore avoir les fichiers avec toutes les idées. Il y a des trucs sympas. Ça va être marrant, on peut les sortir un peu. Laissez-nous des commentaires, on pourrait faire si ça, vous en voulez fait. qu'on les partage. Prochaine MSPCon. C'est la meilleure idée. Peut-être t'amènes ça dans un coffre un peu ancien
Ces idées ont 10 ans, est-ce qu'elles sont encore valables? Et on va chez eux une journée pour les coacher. Putain, faut faire ça. Faut que je parle en cuisine. Deal. T'as osé configurer ton PSA comme ça? On Regarde-moi sait dans de les la yeux. merde. Bon, on adore l'émission tous les deux, donc on s'est Ah, elle est bien incroyable. trouvé. Elle est incroyable. Ok, on avait abordé beaucoup de sujets dans cette présentation. Ce que je pense qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un lien un peu vers les slides, un peu en description de la vidéo, si on voulait un petit peu tout le détail. Ouais, on peut la partager. Il y a pas mal de choses. Peut-être un point qui peut être intéressant juste de discuter avant de conclure, c'est un peu de l'idée un peu à l'exécution, avec cette idée d'avoir un peu, ok, quelle serait l'équipe de départ de ce projet et ça serait quoi un peu la vision sur les 24 premiers mois de la boîte, où est-ce qu'on devrait être à peu près et comment vous avez défini ça? En fait, on sait que déjà pour bien démarrer, il faut que tu aies déjà un binôme commerce et technique. Donc ça, c'est important d'avoir un peu cette paire. Il faut quelqu'un qui soit bon sur toute la partie administrative, ADV, qui peut aider aussi le commerce au début. Et puis après, c'est important aussi, si tu as un des fondateurs qui est technique, que toute la technique ne repose pas sur lui. Donc c'est pareil, il faut assez rapidement qu'il ait un binôme. Donc voilà, typiquement, une équipe de départ, ça serait 4-5 personnes, quoi. Oui, et puis après, faire son business plan, définir c'est quoi le niveau de récurrent auquel je vais arriver au bout de 24 mois, et avoir ce tempo-là, en fait. Définir c'est quoi l'effort commercial que je dois fournir en fonction de mes ressources que j'ai. Si c'est un associé commercial, eh ben, je suis seul, donc c'est quoi ma feuille de route, c'est quoi le nombre d'opportunités que je dois avoir, j'imagine mon taux de transformation pour arriver à tel niveau de récurrent, et d'avoir cette feuille de route-là. C'est vrai qu'il y a pas mal de MSP qui n'avaient pas trop idée de le récurrent auquel ils devaient arriver, et aussi le séquencement. Et après, on les avait accompagnés pour déterminer, tu découpes ça en une roadmap et tu te dis, à la semaine, c'est bien que je fasse au moins 2 rendez-vous et que dans le mois, j'en signe un nouveau client. Et la valeur moyenne de mon contrat, c'est de X. Et donc, je sais qu'en tenant ça, je vais arriver à 24 000. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, si je suis la méthode Traction, je pourrais réévaluer, apprendre, mettre plus de moyens si je vois que je n'ai pas les résultats escomptés. Et quelque part, on ne peut pas se dire, j'ai mon plan sur 24 mois et je ne le touche plus, quoi. Je peux le réévaluer, le faire bouger, quoi. Alors, c'est intéressant, c'est qu'on avait fait cet exercice-là au tout début de BMSP. Après, nous, je fais un focus sur BMSP, on avait déjà un peu regardé le marché. Donc, on avait une idée assez précise de c'était quoi le marché, ce qu'on pouvait vendre. Et je pense qu'on a atteint sur les 3 années pile poil, quasiment à l'euro près, ce qu'on avait prévu, en fait. Excellent. C'est fort. C'est Julian qui travaille chez BMSP et qui me dit une fois, à partir du moment où tu écris ton business plan, il est déjà faux. Et que justement, tu dois après le réactualiser un peu tous les mois pour savoir où t'en es, en fait. Parce que, en tout cas, sur le papier, en fait, la réalité et tout, ça bouge forcément. Il faut que tu arrives à savoir si t'es dans les rails de ce que tu fais, quoi. Oui. Et c'est important aussi de le confronter. Il ne faut pas le faire et puis le mettre dans un coffre. Le regarder dans un an. C'est ça aussi la différence entre avoir un bon comptable et un mauvais comptable. Parce que quand tu as les résultats de ce que tu as fait, peut-être 6 mois après la fin de ton exercice, tu n'as aucun moyen de faire des corrections. L'année, elle est déjà trajectoire. Elle est déjà passée depuis 6 mois, en fait. C'est vrai. Et du coup, tu es déjà à moitié dans l'année en cours. Donc, les changements de cap sont difficiles. Ouais. Et juste pour revenir sur la croissance aussi, dans le MSP, il y a une notion importante, c'est ce qu'on appelle le MSP Turning Point. Alors, on pourrait parler de points d'équilibre, mais c'est à quel niveau de récurrent je couvre toutes mes charges, en fait. Donc, il y a toujours cette recherche d'arriver à ce point-là. Hop, j'ai tous mes abonnements vendus chaque mois, couvrent toutes mes charges. Et après, du coup, à partir de là, je vais pouvoir continuer à développer. Et quand je grossis, une fois que j'ai 10, 15 000 de RAB chaque mois, je sais que je peux venir rajouter un tech, je peux rajouter un sales, parce que derrière, ça rentre et tout s'équilibre. Donc, c'est aussi une des magies du modèle récurrent. Clairement. Je voulais vous poser une question avant qu'on termine, mais c'est un peu une petite question de challenge. Dans l'idée, donc, on
le MSP Parfait il commence dans votre cas là, dans cette simulation là, donc il y a 2 associés et peut-être 3-4 personnes en plus. Comment on démarre sa boîte avec 3-4 personnes en plus des associés? Et quels seraient les leviers qu'on pourrait avoir? Parce que un des trucs qu'on peut se dire tout de suite, un peu une croyance peut-être limitante, c'est mais c'est pas possible. Enfin, je peux pas sortir tout de suite les salaires. Qu'est-ce que vous feriez dans vos têtes ça serait quoi un peu les options que vous auriez en tête pour quand même commencer un peu staffer quoi? En fait, il y a un truc déjà que les gens font souvent l'erreur, c'est qu'ils créent tout de suite la boîte avant d'avoir des clients. Alors qu'en fait, tu peux très bien travailler en sous-marin pendant 12 mois, commencer à prospecter, choper des clients, et puis le moment où tu montes la boîte, tu as déjà 3-4 clients que tu vas signer. Voilà. Et puis après, on dit 2, 3, 4 personnes. Mais après, tu peux aussi séquencer, tu n'es pas obligé d'avoir dès le départ, pour J1, C'est ça. ton équipe. Donc après aussi, tu peux quand même cadencer un petit peu, mais je pense que tu peux faire beaucoup avant de créer ta boîte. Ouais, c'est une bonne question parce que y a un conseil qu'on nous avait donné, c'est de toujours recruter. Parce que tu n'auras pas la bonne personne au bon moment quand on aura besoin. Et en fait, nous, quand on a commencé BMSP, on a commencé à faire des devis. Il n'y avait pas les statuts de posés. Hein, on avait fait des devis en cours de constitution, ce que tu peux faire. Mais on avait commencé, on avait déjà fait de la prospection, on avait déjà un client. Et donc, on a facturé dès le premier jour. En fait, on peut se mettre dans cette démarche-là. On avait été accompagné aussi. On avait eu des aides de l'État pour aussi amorcer. Donc, il y a des dispositifs qui vont être assez intéressants. Mais d'être toujours en recrutement. C'est le réflexe aussi qu'on a eu. C'est même s'il n'y a pas de poste ouvert, de rencontrer les gens qu'on peut nous recommander parce que ça prend du temps, que peut-être il n'y aura pas de fit, et de aussi penser qu'il faut un peu de temps, passer du temps aussi à rencontrer des potentiels candidats et commencer à avoir différentes options et faire des propositions aux bonnes personnes pour quelque part c'est qu'on sait. Mais c'est pas je crée les statuts, la boîte, le site web, j'ai 5 personnes, on démarre lundi. Venez au bureau. Bon, on va faire un petit déjeuner, puis qu'est-ce qui se passe? Non, moi je démarrais, et puis j'ai déjà entrepris, je me suis planté, et on m'avait dit non, mais cherche ton premier client d'abord, et après tu te poses la question d'avoir un véhicule d'entreprise pour accueillir le chiffre d'affaires. Tu peux déjà commencer à facturer, mais la clé, c'est le cash en fait. Ouais. C'est ça qui mais je pense qu'au départ, quand on lance sa boîte pour la première fois, on accorde beaucoup d'importance un peu au symbole. Lancement de sa boîte, ça y est, on a notre entreprise, notre sirette pour facturer, on achète son matériel, ses licences. Je connais quelqu'un, le premier truc qu'il a fait dans sa boîte, alors qu'il vendait du B2B en faisant des devis que ça, il a acheté un terminal de paiement. Tu sais, on l'a regardé, mais pourquoi t'as fait ça en fait? Puis s'engager genre super longtemps, quoi, et puis ça en est évidemment jamais servi. Mais ouais, des fois, je pense qu'en fait, sur ta première boîte, tu t'accordes beaucoup des fois d'importance à des symboles, alors qu'après la fois d'après tu te dis oh non, là on y va, puis on sait que au début aussi c'est l'entrepreneuriat, c'est aussi un peu de chaos, ça fait partie du jeu aussi quoi. C'est clair. Oui, un certain imaginaire en fait. C'est ça. La carte bleue de la société, Exactement. Le véhicule de fonction. C'est ça. Je vais pouvoir m'acheter le super ordi dont j'ai toujours rêvé. Tu le feras, t'inquiète pas. C'est ça. Mais signe d'abord. Vaut mieux. Finalement, terminons un petit peu pour une petite idée philosophique finalement. Les gars, le MSP parfait, qu'est-ce que c'est? C'est surtout un MSP qui te ressemble, parce que je pense que c'est important d'avoir quelque chose qui soit propre à toi et qui soit pas un copier-coller de ce que font les autres. Et je trouvais quelque chose qui soit unique, singulier, qui parle aux gens et qui apporte de la valeur. Oui, parce que on a compris le parallèle. Un associé technique, un plutôt commercial. Le monde de la finance, forcément, c'est des choses qui nous intéressent, auxquelles on a été confrontés, on a envie d'y aller. Quelque part, on va en parler avec passion. Et c'est quand on a aussi créé BMSP, c'était ce qui nous animait et ce qui nous faisait lever le matin, et quelque part ce qui va donner du sens dans les interactions qu'on a avec les clients en fait. Et plus ça va nous ressembler à nos valeurs, à faire la culture, et à développer sa vraie culture qui nous ressemble, et pas avoir des valeurs qui tout le monde utilise, ou la proximité avec le client c'est important, la réactivité. Innovation. Nous on a envie de casser tout ça, parce que quelque part mettre un peu d'authenticité. Allez, si tu devais parler avec tes tripes là,
et t'enlèves tout masque de quelque part que tu te mets dans les interactions sociales, qu'est-ce que tu dirais? Ce serait ça ma phrase de conclusion. Le MS parfait, c'est celui qui vous ressemble. C'est une bonne conclusion. Exactement. Bon, bah merci beaucoup pour ce partage. Merci. C'était un chouette exercice, on s'est bien amusé à le faire en tout cas. Et puis bah du coup, on vous met les slides en description de la vidéo si vous voulez récupérer. Il y a pas mal de choses. Hein. Il y a même le site web. Je sais pas s'il est encore en ligne. Tu avais fait un site web. Je suis pas sûr, j'avais été voir, mais on essaiera de corriger si c'est pas le cas. Il y a des idées de pack, des idées d'approche, des idées de process, etc. Donc pas mal de choses pour s'inspirer, quoi. À bientôt. Merci à tous. Merci.